l'éradication systématique des forêts nourricières dans l'histoire de la civilisation humaine. Il existe dans les annales méconnues de l'histoire humaine une anomalie troublante concernant un type de forêt qui, selon les récits officiels, ne devrait tout simplement pas exister. Il ne s'agit pas ici des forêts primaires vénérées par les écologistes pour leur âge millénaire, ni des réserves naturelles rigoureusement protégées pour leur biodiversité exceptionnelle ou leur capacité monumentale de séquestration du carbone. Il ne s'agit pas non plus de ces écosystèmes fascinants dont les réseaux racinaires communiquent sous terre, captivant l'imagination des biologistes contemporains. Les chercheurs se trouvent confrontés à un phénomène beaucoup plus déconcertant qui des forêts qui remettent en question les fondements mêmes de l'évolution de notre civilisation. Selon les dogmes enseignés depuis des générations concernant le progrès agricole humain, le type de paysage forestier dont il est question a été systématiquement éradiqué à l'échelle mondiale. Cette destruction méthodique s'est opérée dans une fenêtre temporelle si étroite, si précise et si minutieusement effacée des registres historiques que l'explication conventionnelle finit par s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions. La découverte de cette réalité ne fut pas le fruit d'une quête complotiste, ni l'œuvre d'individus cherchant à décoder d'obscures cartes coloniales du XIXe siècle ou à tracer la tellurique imaginaire. Cette vérité a émergé presque par accident à travers l'étude minutieuse d'anciennes illustrations botaniques. Il s'agit de ces gravures antiques que l'on retrouve parfois dans les ventes de vieux domaines, reléguées dans les arrière-boutiques poussiéreuses des bibliothèques universitaires ou enfouies dans les archives délabrées d'institutions qui ont discrètement cessé de cataloguer l'âpres collections historiques. En examinant ces illustrations spécifiques, créées pour la plupart dans une période s'étendant approximativement de 750 à 1870, les chercheurs ont commencé à remarquer un motif, récurrent encore, à travers des continents séparés par des océans, à travers des cultures radicalement différentes et au sein de civilisations qui auraient dû être entièrement X sans aucune connaissance concevable, la même structure végétale complexe apparaissait inexorablement. Les archives visuelles révélaient l'existence indéniable de vastes forêts nourricières. Ces paysages documentés n'avaient absolument rien à voir avec les fermes traditionnelles, les jardins clos ou l'agriculture en rangées ordonnées, que l'historiographie moderne associe invariablement à la civilisation pré-industrielle. Ce que montraient ces gravures était d'une toute autre nature, un environnement stratifié, profondément complexe, qui se révélait, illustration après illustration, comme un système intentionnellement conçu par l'intelligence humaine. Les croquis dépeignaient des arbres massifs fournissant une canopée protectrice, sous laquelle prospéraient des arbustiers soigneusement espacés. Plus bas encore, on distinguait des légumes racines entourés d'une couverture végétale rampante conçue pour étouffer les mauvaises herbes et fixer l'azote dans le sol. D'épaisses lianes paient le long des arbres structurels, portant leur propre récolte abondante. Des canaux d'irrigation subtils, presque invisibles au premier regard, serpentaient à travers l'ensemble du système, témoignant d'une ingénierie, d'une précision remarquable. Ce n'était pas la nature sauvage, mais une architecture écologique délibérée. L'aspect le plus frappant de ces illustrations historiques résidait peut-être dans la représentation des populations humaines au sein de ces environnements. Les figures dessinées n'étaient jamais montrées en train de s'épuiser au labeur. Elles n'étaient pas courbées sur des sillons profonds, luttant contre la terre avec des charrues rudimentaires sous un soleil de plomb. Au contraire, les individus étaient simplement présents, évoluant avec fluidité à travers la forêt, cueillant, récoltant les fruits d'un système qui semblait fonctionner de manière autonome. Plus les historiens de l'environnement se plongeaient dans ces archives visuelles, plus ces illustrations cessaient d'apparaître comme de simples curiosités artistiques ou des visions romancières robardies perdues. Elles prenaient la forme d'un témoignage tragique, le registre précis et glaçant de quelque chose de grandiose qui était sur le point d'être définitivement anéanti. Il devenait évident que ces documents capturaient les derniers instants d'une technologie agricole millénaire avant son effacement pur et simple.
Pour saisir l'ampleur de cette disparition, il est impératif d'examiner des cas historiques spécifiques. Un I-142 Tree, un arpenteur britannique nommé Lonnie Sandé fut chargé de compiler un rapport exhaustif sur les ressources forestières de la vaste région du Bengale pour le compte de la redoutable Compass orientale. Ce document particulier n'est aujourd'hui presque jamais cité dans la littérature académique et brille par son absence dans les cursus d'histoire environnementale. Pourtant, ce rapport existe bel et bien, précieusement conservé parmi les immenses archives du Bureau de l'Inde à la British Library de Londres. Ce que Sanders y décrit avec la précision clinique d'un naturaliste victorien est tout simplement extraordinaire. Il documente méticuleusement l'existence de ce qu'il a baptisé des forêts composées. Ses écrits décrivent étendues forestières s'étirant sur des centaines de kilomètres carrés. Paradoxalement situées dans des régions que l'histoire officielle nous présente aujourd'hui comme ayant été soit très faiblement peuplées, soit constituées principalement de prairies sauvages. Ces forêts, notait l'arpenteur avec une perplexité croissante, semblaient produire de la nourriture en quantités industrielles. Cette production n'était pas accidentelle, ni le simple effet secondaire d'une abondance naturelle et chaotique. Elle s'organisait selon des schémas géométriques et des associations symbiotiques qu'un homme de science éduqué ne pouvait raisonnablement attribuer à de pures coïncidences naturelles. En examinant la circonférence et la hauteur des arbres fruitiers majeurs, Sanders estima que certains des spécimens centraux de ces systèmes possédaient un âge compris entre 400 et 8 ans, témoignant d'une gestion continue sur de multiples générations. Le rapport fut dûment rédigé, envoyé aux supérieurs, puis classé sans suite. Aucune étude scientifique approfondie ne fut commanditée. En l'espace d'à peine 2 décennies après cette découverte, ces majestueuses forêts nourricières centenaires furent presque intégralement rasées et brûlées pour laisser place à la monoculture de thé, une culture d'exportation extrêmement lucrative pour l'Empire britannique. On pourrait être tenté de rejeter ce cas comme un incident isolé, une simple anomalie au sein de l'expansion impériale britannique. Cependant, ce modèle de découverte et de destruction se répète à travers le monde avec une précision véritablement troublante. Dans la péninsule du Yucatan, des archives coloniales espagnoles datant de la fin des années 400 apportent un éclairage similaire. Les célèbres Relations Geographica, de vastes requêtes compilées entre 500 et 500 sous les ordres stricts du roi Philippe X d'Espagne, décrivent l'utilisation des terres par les populations mayas dans des termes que les chercheurs modernes commencent tout juste à déchiffrer correctement. Les prêtres catholiques et les administrateurs coloniaux qui rédigeaient ces rapports n'avaient tout simplement pas le vocabulaire conceptuel nécessaire pour comprendre la complexité cogile de ce qu'ils observaient. Habitués aux champs de blé rectiligne de la Castille, ils qualifièrent ces systèmes de forêts désordonnées, décrivant une jungle que les indigènes auraient prétendument corrompu leurs plantations éparses. Ce que ces observateurs européens regardaient avec tant de dédain était, selon les conclusions récentes des ethno-écologistes contemporains, très probablement l'un des systèmes de production alimentaire les plus sophistiqués jamais développés par l'humanité. Il s'agissait d'un écosystème nourricier à plusieurs étages, intégrant de multiples espèces végétales capables de s'autosoutenir. Ce modèle générait des rendements massifs sans nécessiter les périodes de préparation épuisantes ou les longues phases de repos des sols typiques de l'agriculture européenne. Face à cette incompréhension, les autorités espagnoles procédèrent au démantèlement pur et simple de ce réseau végétal. Ce ne fut pas accidentel, mais le résultat direct d'une politique délibérée appelée reduction. Cette doctrine imposait la réinstallation forcée des populations indigènes dans de nouveaux villages, construits selon un plan quadrillé rigide, les éloignant de ce que l'administration décrivait comme des habitations forestières insalubres et barbares, privées des mains humaines expertes qui les entretenaient depuis des siècles. Les forêts nourricières ne survécurent pas à cet exil forcé. Cependant, la disparition des écosystèmes ne fut pas totale, ce qui rend cette investigation encore plus fascinante. Certaines portions reculées du Yucatan, de vastes étendues du Belize et des zones spécifiques de ce qui constitue aujourd'hui le sud du Mexique,
demeurent jusqu'à ce jour des territoires farouchement restreints. Ces terres sont précisées et inaccessibles, soit activement déconseillées au grand public, soit classées sous des désignations foncières gouvernementales qui interdisent toute entrée sans l'obtention de permis spéciaux. Dans la pratique, ces laissez-passer administratifs sont presque impossibles à obtenir pour des chercheurs indépendants. La justification officielle invoquée pour ces restrictions hermétiques varie constamment. Parfois, on plaide la conservation vitale de la biodiversité menacée, d'autres fois, on invoque la protection scrupuleuse de sites archéologiques sensibles. Le fait que l'explication bureaucratique change en fonction de l'agence gouvernementale interrogée soulève des questions troublantes sur la véritable nature des vestiges botaniques dissimulés des zones d'exclusion. Si l'on déplace notre regard vers un tout autre continent, l'Afrique de l'Est révèle des cicatrices historiques identiques. Dans le nord de l'Éthiopie, les hauts plateaux entourant la région de Lalibela sont mondialement célèbres pour leur extraordinaire église monolithique. Ces structures religieuses impossibles, datant du XIIe siècle, furent taillées directement vers le bas dans la roche volcanique solide, comme si elles avaient été conçues par des esprits envisageant l'architecture de l'intérieur vers l'extérieur. Pourtant, ce que la majorité du public ignore profondément, c'est la nature de l'environnement qui entourait autrefois ces sanctuaires. Les récits des voyageurs intrépides du XVIIIe et du début du XIXe siècle écrivaient invariablement les plateaux de Lalibela non pas comme les terres arides d'Ojouride, mais comme des zones intensément boisées. Il s'agissait de forêts denses, immensément productives et structurées en couches végétales savamment orchestrées pour maximiser la produce comestible. L'explorateur écossais James Bruce, qui traversa longuement l'Abyssinie au cours du XVIIIe siècle, consigna des observations fascinantes dans ses journaux de bord. Ironiquement, ces mêmes écrits furent largement moqués à son retour en Grande-Bretagne et rejetés par la communauté scientifique de l'époque comme étant de pure fantaisie exotique. Bruce y décrivait des villages entiers où la frontière physique entre l'établissement humain et la forêt nourricière était fonctionnellement inexistante. La forêt fournissait de la nourriture avec, selon ses propres mots, une munificence qui ferait rougir de honte n'importe quel fermier anglais. Il documenta des arbres fruitiers appartenant à des espèces qu'il était incapable d'identifier, poussant dans une proximité manifestement organisée avec des plantes médicinales puissantes. L'ensemble était disposé autour de sources d'eau stratégiques, tirant parti des microclimats spécifiques créés par le relief volcanique pour favoriser des rendements agricoles particuliers tout au long de l'année. Aujourd'hui, le contraste est saisissant et tragique. Les hauts plateaux de Lalibela sont largement déboisés. L'érosion des sols y est d'une sévérité alarmante, laissant derrière elle une terre fine, rocailleuse et gravement appauvrie. Les seuls vestiges de cette ancienne gloire végétale survivent grâce aux monastères chrétiens orthodoxes qui maintiennent jalousement les dernières forestières de la région. Ces petits bosquets sacrés n'ont échappé à la hache que parce qu'ils sont considérés comme des terres saintes et inviolables. Leur protection n'a donc pas été assurée par une quelconque politique environnementale gouvernementale éclairée, mais uniquement par l'application stricte d'interdits religieux ancestraux. Face désolation moderne, une question obsédante émerge, si cette forêt était présente, si elle était d'une productivité exceptionnelle, et si elle parvenait à nourrir d'importantes populations dans ce que nous considérons aujourd'hui comme l'une des régions les plus touchées par l'insécurité alimentaire au monde, que s'est-il passé pour provoquer sa destruction totale ? La réponse officielle servie par les manuels d'histoire pointe invariablement vers la pression démographisante et l'expansion inévitable de l'agriculture de subsistance traditionnelle. On blâme également la production intensive de charbon de bois et les campagnes brutales d'extraction de boivre par les puissances coloniales. Bien que ces facteurs historiques soient niablement réels et documentés, ils ne parviennent pas à expliquer la chronologie des événements. La chronologie officielle ne correspond pas à la réalité observée sur le terrain, le rythme effréné du défrichement.
la sélectivité chirurgicale déterminant quelles essences étaient abattues et lesquelles étaient épargnées, ainsi que le timing parfait coïncidant avec l'installation de nouveaux systèmes administratifs, convergeant tout vers une fenêtre temporelle étrangement précise. Cette éradication massive se concentre presque exclusivement entre les années 1030 et 1001, en système écologique sophistiqué, qui avait vraisemblablement existé et nourri des peuples pendant des milliers d'années, fut méthodiquement démantelé avec une efficacité redoutable en l'espace de seulement 60. L'exploration de l'île de Bornéo offre un autre aperçu troublant de ce phénomène mondial. Les vastes régions intérieures de cette île massive, aujourd'hui politiquement divisée entre Malaisiens du Sarawak, la province indonésienne de Kalimantan et la minuscule nation souveraine de Brunei, abritent certaines des zones forestières les plus lourdement restreintes de la planète. Il est crucial de noter que ces restrictions draconiennes ne sont pas justifiées par la présence d'installations militaires secrètes ou par des opérations lucratives d'extraction minière. Au contraire, des portions significatives de ce territoire sont classées sous des désignations administratives nébuleuses qui résistent à toute traduction juridique simple. On y trouve des zones dites de conservation qui interdisent formellement non seulement l'exploitation forestière commerciale, mais aussi la simple pénétration humaine. Des terres prétendument protégées pour les populations indigènes fonctionnent dans les faits comme des barrières absolues contre l'entrée de chercheurs extérieurs. Certaines de ces zones sont si mal cartographiées que leurs intérieurs demeurent une véritable terra incognita pour la science moderne. Malgré ces obstacles bureaucratiques immenses, les rares chercheurs ayant pu étudier les traditions agricoles des peuples Dayak ont documenté l'existence de structures végétales faisant écho de manière troublante au système Zobser-Vengal et dans le Yucatan. Ces réseaux, appelés localement tambarouans, se présentent comme des jardins d'agroforesterie mixtes d'une immense complexité. Certaines de ces parcelles ont été scrupuleusement entretenues entre 100, 400, voire 500 ans d'affilée. Il est fondamental de comprendre qu'il ne s'agit pas de forêts sauvages laissées à la merci des éléments, ni de fermes conventionnelles aux cultures alignées. Ce sont des communautés écologiques délibérément construites, plantées avec une intention précise et gérées méticuleusement à travers le passage des générations. Ces tambourans produisent simultanément de la nourriture abondante, des remèdes médicinaux complexes, des matériaux de construction durables et des ressources spirituelles indispensables aux de la communauté. Les implications des recherches menées sur les plus anciens de ces tambourans sont vertigineuses. Les scientifiques suggèrent que bon nombre de ces systèmes forestiers pourraient largement précéder l'arrivée historique des communautés Daya qui y sont actuellement associées. Cela signifie que ces architectures botaniques massives auraient été héritées par conquête, migration ou assimilation, plutôt que créées de toutes pièces par leurs occupants actuels. Elles pourraient représenter la continuation directe d'un projet écologique titanesque initié par des peuples ancestraux dont l'identité, la culture et la civilisation ont été presque intégralement effacées des registres de l'histoire humaine. Cette hypothèse soulève une interrogation critique pour notre compréhension du passé. Si un système de production alimentaire complexe peut être hérité intact à travers différentes cultures, survivre à de multiples siècles de bouleversements et résister à la transformation complète des civilisations qui en assurent la maintenance, que cela nous révèle-t-il sur l'ancienneté vertigineuse de sa conception originelle ? Si précisément à ce stade de l'analyse que les événements survenus au XIXe siècle deviennent une aberration impossible à ignorer. La précision historique est ici d'une importance capitale. Le schéma d'éradication mondiale de ces forêts ne s'est pas étalé de manière homogène tout au long des annales de l'histoire humaine. Il ne s'agit en aucun cas d'une érosion graduelle due à l'avancée lente et naturelle du progrès technologique. Cette destruction se concentre avec une intensité stupéfiante entre les I et les li. Durant cette période, sur tous les continents où des documents d'archives ont pu être préservés, un cataclysme administratif s'abat très spécifiquement sur les forêts nourricières. Il ne vise pas les forêts nahales ni les bois sauvages,
ni même les vieux arbres producteurs de bois d'œuvre de haute qualité, bien que ces derniers aient subi leur propre histoire complexe d'exploitation commerciale. L'attaque cible exclusivement la catégorie très spécifique des forêts nourricières gérées à plusieurs étages et maintenues par l'homme. Ces écosystèmes précis représentaient les infrastructures exactes qui auraient permis aux populations locales de rester totalement autosuffisantes et farouchement indépendantes de tout approvisionnement alimentaire centralisé. Or, ces arbres de souveraineté alimentaire disparaissent massivement dans cette étroite fenêtre de 60 ans avec une coordination internationale qui, d'un point de vue purement statistique, devrait être jugée totalement impossible. Si l'on s'arrête un instant pour réfléchir à l'échelle de ce phénomène, les implications donnent le vertige. Nous observons des administrateurs coloniaux britanniques au Bengale imposant des modifications radicales de l'utilisation des terres. Simultanément, les autorités espagnoles, puis mexicaines, orchestrent des politiques de réinstallation dévastatrices dans la péninsule du Yucatan. Au même instant, les administrateurs de l'Empire ottoman dans les territoires de l'actuel Liban et de la Syrie mettent en œuvre de nouveaux systèmes de propriété foncière, transformant des forêts nourricières autrefois gérées par les communautés en vastes domaines privés dédiés à l'exploitation exclusive du bois d'œuvre. Le parallèle le plus flagrant de cette restructuration juridique globale se trouve peut-être dans les Indes orientales néerlandaises. Java. Les officiels coloniaux néerlandais redéfinirent le statut des jardins forestiers communautaires séculaires pour en faire la propriété exclusive de l'État par le biais de la Redoutine de 1850. Cette législation impitoyable déclarait que toute terre, dont la propriété privée ne pouvait être formellement prouvée par des documents écrits à l'européenne, devenait automatiquement le taulier nab du gouvernement. D'un seul trait de plume bureaucratique, cet instrument juridique anéantit des milliers d'années de gestion communautaire indigène des terres. Nous nous trouvons face à des empires rivaux, aux Perses des continents éloignés, s'exprimant dans des langues différentes et avançant des justifications politiques officiellement divergentes. Pourtant, le résultat final est rigoureusement identique, appliqué avec la brutalité et exécuté dans la même fenêtre temporelle restreinte de quelques décennies. C'est à ce carrefour historique précis que l'explication officielle s'effondre lamentablement. Le récit historique standard tente de justifier ce désastre en invoquant l'industrialisation galopante, l'explosion du commerce mondial et l'expansion féroce de l'agriculture coloniale. Selon thèse, ces forces auraient créé des pressions économiques formidables qui, par un pur hasard de l'histoire, auraient affecté simultanément tous les systèmes forestiers du globe. Il est concevable l'économie ait joué un rôle majeur. On pourrait supposer que la pression frénétique des marchés internationaux pour obtenir le coton du Bengale, le sucre du Yucatan et le bois exotique de Bornéo est simplement coïncidée fortuite. Dans ce scénario, les forêts nourricières ne se trouvaient que malencontreusement sur le chemin du progrès et l'efficacité implacable des machineries aériales a conduit à un défrichement mondial synchronisé, sans qu'aucune coordination secrète ni aucun objectif idéologique commun ne soit nécessaire. Cependant, une analyse plus profonde de la sociologie du pouvoir soulève une question beaucoup dérangeante et subversive. Et si ces forêts nourricières millénaires n'avaient pas été éradiquées simplement parce qu'elles entravaient la création de nouvelles plantations de rente? Et si elles avaient été méthodiquement détruites précisément parce qu'elles étaient des forêts nourricières? Pour comprendre cette logique, il faut se placer du point de vue d'une élite dirigeante cherchant à asseoir son autorité absolue. Si l'objectif fondamental d'un gouvernement est de rendre une population structurellement dépendante d'un approvisionnement alimentaire centralisé, dépendante des intrants abricois à prix d'or, dépendante de la bonne volonté des bureaucrates, des marchands et de la machinerie complexe de la production industrielle. Alors une forêt nourricière autosuffisante représente la menace la plus dangereuse au monde. Dans ce contexte oppressif, le simple acte de maintenir et d'entretenir un tel écosystème devenait, de facto, un acte de résistance politique majeure contre l'État moderne.
Cette résistance n'était pas le fruit d'une déclaration de guerre explicite. Les praticiens de l'agroforesterie indigène n'étaient ni des agitateurs politiques, ni des révolutionnaires réussissant à renverser des empires. Leur seule faute résidait dans le fait qu'une famille ou une communauté bénéficiant d'une forêt nourricière mature n'avait tout simplement besoin de presque rien de la part des autorités centrales. Ces populations n'avaient aucune obligation vitale d'acheter des semencements hybrides chaque printemps. Elles n'avaient pas besoin d'acquérir des engrais chimiques coûteux, ni de générer un revenu monétaire régulier par le travail salarié pour éviter la famine. En somme, elles n'avaient aucune nécessité de participer au marché capitaliste émergent en soumettant ces conditions léonines. Une forêt nourricière mature, soignée avec amour et expertise à travers les générations réduit la dépendance matérielle d'une communauté à un degré presque radical. Or, cette absence totale de dépendance est l'antithèse absolue de la gouvernance étatique moderne. Il est vital d'examiner cette dynamique de pouvoir avec la plus grande précision. La dépendance physiologique et économique n'est pas un sous-produit accidentel de l'industrialisation. C'est une exigence structurelle fondamentale pour exercer certains types de pouvoirs administratifs et d'exploitation capitaliste. Un État ne peut efficacement extorquer des impôts à des citoyens qui ne dépendent de rien de ce qu'il contrôle ou rationne. Une puissance coloniale ne peut contraindre massivement des populations au travail forcé dans des mines ou des plantations si la nourriture de ces individus pousse déjà librement et abondamment leurs habitations. En définitive, il est impossible d'administrer, au sens bureaucratique et coercitif moderne de ce terme, une population qui jouit d'une véritable autosuffisance matérielle et alimentaire. Une fois que cette réalité politique glaçante est comprise, il devient impossible d'ignorer la véritable nature de la destruction environnementale perpétrée au XIXe siècle. L'anéantissement global des forêts nourricières ne fut donc pas seulement, ni même principalement, une simple évolution des techniques agricoles occidentales. Ce fut le chapitre central d'une vaste entreprise de création de besoins artificiels. Il s'agissait de la manufacture délibérée de la dépendance à une échelle planétaire, un projet d'un social qui nécessitait, selon toute évidence, une forme de coordination tacite ou explicite à travers le monde. La nature exacte de cette coordination, l'identité précise de ses instigateurs, ou les accords secrets potentiellement conclus entre les administrateurs de divers empires fragmentés demeurent des zones d'ombre majeures. Les documents incriminants prouvant l'existence d'une telle conspiration sont commodément absents ou clairsemés. Cependant, les actes législatifs qui ont matérialisé cette idéologie de liation sont, eux, parfaitement enregistrés dans l'histoire, traçant les contours indéniables d'une guerre mondiale contre l'autosuffisance. Nous savons de sources documentaires sûres qu'en y lisant 34 le Parlement britannique a adopté la tristement célèbre loi sur l'amendement des pauvres et pour leur amendement Act. Cette législation brutale a eu pour effet d'annuler les aides extérieures accordées aux personnes pauvres mais physiquement aptes au travail, les forçant à intégrer le système carcéral des workhouse à maison de travail pour survivre. Au cours de cette même décennie décisive, les terres communales à travers toute l'Angleterre subirent une vague d'enclosures à un rythme terrifiant. Ces espaces comprenaient de très nombreuses zones forestières communes gérées de longue date, qui produisaient une nourriture abondante. Les paysans qui avaient entretenu ces biens communs et qui en tiraient leur subsistance depuis des siècles se retrouvèrent du jour au lendemain dépossédés de leurs terres nourricières légalement, contraints de vendre leurs forces de travail pour de misérables salaires industriels, créant ainsi le prolétariat urbain nécessaire à la révolution industrielle. De l'autre côté de la Manche, l'administration coloniale française en Afrique de l'Ouest adopta une approche similaire entre Nissan-Sing et Nanzan, sous couvert de modernité scientifique. Les officiels reclassèrent systématiquement les systèmes sophistiqués de gestion forestière indigène en les dénigrant comme de la agriculture primitive. Ils délimitèrent ensuite de vastes étendues de forêts nourricières productives pour les transformer en forêts classées. Ces domaines forestiers d'État, prétendument protégés par loi, étaient en réalité des zones d'exclusion totale dont les communautés locales furent violemment expulsées.
L'objectif de cette classification n'a jamais été la protection écologique de l'environnement, mais bien le contrôle social pur et dur. Il s'agissait de créer des mécanismes bureaucratiques lourds permettant à l'administration coloniale de dicter de manière despotique qui pouvait être aux terres nourricières, à quel moment et sous quelles conditions financières oppressives. Le même schéma destructeur s'est répété outre-Atlantique dans les immenses plaines du Midwest américain. La transformation radicale, subventionnée massivement par le gouvernement fédéral, d'un paysage diversifié composé de prairies riches et d'habitats forestiers marginaux productifs en un désert de monoculture céréalière, s'est déroulée à une vitesse phénoménale. Cette rapidité effarante ne nécessitait pas seulement l'adoption de nouvelles lois, mais impliquait le démantèlement actif et violent des écosystèmes complexes existants. Le célèbre Homestead Act de 1862 naufrageait pas généreusement de la terre gratuite. Il exigeait légalement l'amélioration de cette terre selon des critères très stricts. Ces critères favorisaient explicitement et exclusivement l'agriculture en rangée destructrice, pénalisant et éradiquant de fait tout système écologie indigène qui aurait pu et fait être complexité gérée. À travers le globe, le modèle d'oppression se répétait avec une constance troublante très reclassifiée, restreindre l'accès, puis remplacer l'abondance naturelle par une dépendance étatique totale. Pourtant, malgré l'efficacité terrifiante de ces rouleaux compresseurs impériaux, la destruction ne fut pas absolue. C'est ici que réside la dimension la plus cruciale et porteuse d'espoir de cette investigation. Il existe encore des lieux tangibles, spécifiques et parfaitement localisables, où ce qui vient d'être décrit semble avoir miraculeusement survécu à l'éradication du XIXe siècle. Ces poches de résistance écologique ne se révèlent pas facilement au regard du profane. Elles ne figurent pas sur les dépliants du tourisme botanique moderne et ne font pas la couverture des luxueux manuels de permaculture contemporaine. Ces vestiges inestimables survivent précisément parce qu'ils sont situés dans des zones géographiques spécifiquement et systématiquement difficiles d'accès, protégées par des barrières naturelles ou artificielles qui ont tenu à l'écart les bureaucrates et les tronçonneuses de la modernité industrielle. Considérons par exemple les forêts énigmatiques entourant l'île de Socotra, isolée au large de la Corne de l'Afrique. Ce territoire abrite des espèces végétales d'une étrangeté absolue comme le célèbre dragonnier de Socotra, la rose du désert ou l'arbre concombre, qui ne pousse nulle part ailleurs sur la planète Terre. Tout au long de l'histoire moderne, l'île a été soumise à de sévères restrictions d'accès sous divers régimes politiques. Elle fut d'abord bloquée sous le protectorat impérial britannique, puis sous le strict contrôle du sultanat local, avant de servir de base militaire fermée pour les forces soviétiques et d'être finalement gérée par diverses administrations hyménites en proie au conflit. Cette succession ininterrompue de barrières d'accessibilité a eu pour conséquence fascinante de creuser l'intérieur de Socotra, qui demeure l'une des zones habitées les moins étudiées par la science moderne. Les rares chercheurs ayant réussi à s'y décrivent, ce qui ressemble à un immense dépôt botanique vivant. Ces scientifiques audacieux y observent des plantes aux propriétés nutritives et médicinales sans commune mesure avec ce qui est répertorié dans la littérature taxonomique classique, plus fascinant encore. Ces espèces végétales endémiques poussent selon des arrangements complexes que certains botanistes ont prudemment qualifiés de non aléatoires. L'utilisation de ce terme est lourde de sens. Observer un agencement végétal non aléatoire dans un écosystème insulaire isolé et aride, qui selon tous les modèles écologiques conventionnels devrait être beaucoup trop soumis au stress climatique pour supporter une organisation artificielle aussi élaborée, suggère l'existence d'une ancienne intelligence conceptrice. De l'autre côté de la planète, la forêt tropicale tempérée valdivienne, s'étendant à travers le sud du Chili et de l'Argentine, constitue l'une des 5 seules régions de forêt tropicale existant sur Terre. Elle recèle des mystères botaniques tout aussi profonds, défiant la chronologie établie du développement humain en Amérique du Sud.
Cette forêt abrite des arbres monumentaux dont l'âge surpasse de plusieurs siècles les dates les plus reculées officiellement attribuées à l'apparition des civilisations complexes en Amérique du Sud. L'Araucaria araucana, communément appelée le désespoir des singes, est une merveille d'évolution dont les graines massives et nutritives ont servi d'aliment de base à la nation indigène Poanche. Les traditions orales de ce peuple retracent l'utilisation de ces ressources jusqu'à des époques très lointaines, plongeant profondément dans ce que l'établissement académique s'obstine à la préhistoire. Aujourd'hui, ces forêts inestimables sont fragmentées, rues partiellement protégées par des réserves d'État, partiellement privatisées par des consortiums forestières et dans certaines zones cruciales, accessibles uniquement via un système de permis bureaucratique. Pour de nombreux chercheurs frustrés ayant tenté d'obtenir ces autorisations, il est évident que le système est délibérément conçu pour décourager activement l'investigation scientifique sérieuse plutôt que pour faciliter l'étude de ce patrimoine humain. En Asie du Sud, les forêts sacrées de l'Inde, connues localement sous les noms de Saré, Devaravana ou Oran, représentent une forme de survie écologique totalement différente, mais tout aussi spectaculaire. Il s'agit de parcelles forestières anciennes qui ne sont nullement maintenues par la législation d'un gouvernement moderne, mais par l'autorité spirituelle inébranlable des communautés juives locales. Des centaines de ces sanctuaires verts sont disséminés à travers de vastes territoires arides du Rajasthan, ainsi que dans l'état du Karnataka, du Maharashtra et du Tamil Nadu. La biodiversité qu'ils renferment est stupéfiante. Certaines d'entre elles abritent en toute quiétude des espèces végétales rares qui ont été déclarées totalement éteintes dans toutes les autres forêts profanes de la région environnante. Plus mystérieuses encore, certaines de ces forêts sacrées sont d'une telle ancienneté que leurs origines biologiques précèdent largement l'arrivée des communautés religieuses qui se tiennent actuellement responsables de leur fervente protection. L'histoire de ces lieux est bébée de mystère. Absolument personne, ni parmi les prêtres locaux ni parmi les botanistes internationaux, n'est totalement sûr de savoir qui a planté ces arbres. À quelle époque reculée cela s'est produit, ou pour quelles raisons précises ces combinaisons spécifiques d'espèces symbiotiques ont été choisies avec tant de soin. Face à cette énigme scientifique majeure, le silence obstiné des grandes institutions académiques occidentales concernant ces bosquets sacrés est tout simplement assourdissant. On serait en droit de s'attendre à ce que, si la communauté scientifique globale était sincèrement intéressée par la compréhension des systèmes alimentaires prémodernes durables, ces forêts sacrées feraient partie des écosystèmes les plus intensément financés, sondés et étudiés de la planète Terre. Paradoxalement, c'est l'exact opposé qui se produit. Elles demeurent parmi les zones les plus superbement ignorées de la littérature écologique contemporaine. Les estimations les plus conservatrices suggèrent que l'Inde compte à elle seule des dizaines de milliers de ces bosquets sacrés parsemant son territoire. Pourtant, à l'aube du XXIe siècle, le moindre relevé botanique complet et systémique, même pour les sanctuaires les plus vastes et les plus significatifs d'entre eux, n'a jamais été sérieusement entrepris ou financé. Pourquoi l'aveuglement institutionnel? Il ne s'agit en aucun cas d'une question purement rhétorique. Il est véritablement impossible de trouver une explication administrative ou académique satisfaisante qui justifierait pourquoi les archives vivantes potentiellement les plus révélatrices de l'écologie prémoderne de l'humanité restent fondamentalement non expertisées. Les preuves s'accumulant pour suggérer biaisé systémique massif, qui devient flagrant lorsque l'on cesse de se concentrer uniquement sur les événements documentés, pour examiner de plus près ce qui a été délibérément exclu du grand récit historique de la science. L'histoire, après tout, n'est qu'un registre hautement sélectif. Elle reflète ce que des individus influents ont choisi de coucher sur le papier, ce qu'ils ont décidé de préserver de la sourcion, ce qu'ils ont estimé digne d'être traduit dans des langues dominantes, et les projets d'archivage qu'ils ont accepté de financer. Lorsque les chercheurs se sont penchés sur les traces documentaires spécifiquement liées aux forêts nourricières, non pas les forêts sauvages ordinaires, mais ces systèmes gérés,
Écongé et conçu avec une incroyable ingéniosité. La découverte la plus choquante ne fut pas une illustration spécifique, mais l'existence d'un vide absolu. Il s'agit d'un silence abyssal dans les archives coloniales, un fossé documentaire qui en dit long sur les véritables intentions des empires de l'époque. Il existe indéniablement une littérature botanique colossale produite durant la période coloniale concernant les arbres fournissant du bois d'œuvres de haute valeur. Les bibliothèques regorgeant également d'ouvrages exhaustifs détaillant les méthodes de culture des plants de rente comme le coton ou le sucre. On trouve d'innombrables traitures lestées sur des jardins d'ornement, des catalogues massifs recensant les collections de plantes médicinales et des récits héroïques sur les grandes expéditions taxonomiques qui ont permis d'identifier, de nommer et de classer les espèces végétales de la planète avec une minutie obsessionnelle. Le XIXe siècle fut incontestablement une période de documentation botanique d'une intensité sans précédent dans l'histoire de la science. Cependant, au milieu de cette frénésie classificatoire, les forêts nourricières elles-mêmes, ces écosystèmes complexes, qui, comme les preuves l'indiquent, florissaient sur de multiples continents et nourrissaient de vastes populations, brillent par leur absence quasi totale des monographies officielles. Ces systèmes millénaires ne sont pas simplement sous-représentés, ils sont virtuellement inexistants dans la littérature académique majeure. Pour les trouver, il faut se résoudre à sérieusement les marges de l'histoire. Ils apparaissent furtivement dans les digressions hasardeuses des journaux de bord de voyageurs fatigués, ou dissimulés dans l'arrière-plan de croquis paysagers dont le sujet principal et glorieux est inné l'édification d'un bâtiment administratif colonial ou la transformation vieux d'un paysage pour l'agriculture moderne. On aperçoit parfois ces forêts sur les dessins d'une nouvelle route impériale, coupant à travers ce que l'illustrateur ignorant supposait n'être qu'une jungle chaotique et inexploitable. On retrouve également la mémoire de ces architectures végétales dans les fragiles traditions orales indigènes, des témoignages qui, tragiquement, n'ont commencé à être transcrits au cours du XXe siècle. Même alors, cette transcription de la mémoire orale fut effectuée de manière extrêmement fragmentaire. Elle fut souvent menée par des anthropologues dont les grilles d'analyse institutionnelles, calquées sur les modèles industriels occidentaux, n'étaient absolument pas conçues pour appréhender la sophistication écologique vertigineuse de ce qu'on leur décrivait. L'alibi institutionnel généralement fourni pour justifier cette lacune monumentale stipule que les forêts nourricières n'étaient tout simplement pas jugées scientifiquement intéressantes. Cette justification repose sur un système de classification intrinsèquement élitiste, qui privilégiait de manière irrationnelle la taxonomie formelle au détriment de l'écologie systémique, et qui valorisait les essences de bois d'œuvre rentables bien au-delà des espèces végétales indispensables à la survie alimentaire des populations locales. Bien que cette explication bureaucratique soit partiellement fondée, elle cache la dimension la plus sinistre de cette occultation du savoir. L'aspect le plus troublant de cette amnésie littéraire réside dans le lexique même utilisé par les chroniqueurs de l'époque coloniale. Lorsque ces savants condescendaient enfin à remarquer l'existence de ces systèmes agricoles indigènes, le vocabulaire qu'ils employaient était d'une uniformité accablante dans son mépris. Les forêts nourricières étaient systématiquement qualifiées de désordonnées, de primitives, de non améliorées ou de coyotiques. Ces adjectifs péjoratifs ne sont pas de simples erreurs d'appréciation botanique. Ce sont des mots lourdement chargés d'un jugement de valeur spécifique et implacable, affirmant péremptoirement que ces paysages n'étaient nullement le produit d'une intelligence humeur et d'une conception délibérée, mais plutôt le misérable résultat de contingences accidentelles ou de la profonde ignorance des peuples sauvages. Ce verdict racial et culturel fut prononcé avec une constance remarquable à travers différentes frontières linguistiques et par des hommes prétendument éduqués. Pourtant, ces mêmes naturalistes occidentaux étaient, dans tout autre contexte, parfaitement capables d'identifier un dessein intelligent dans la nature lorsqu'il était confronté. Ce dénigrement systématique semble,
avec le recul de l'histoire, avoir été motivé non pas par une véritable curiosité scientifique, ni par une évaluation honnête et rigoureuse des preuves écologiques tangibles, mais par une toute impulsion. Il ne s'agissait pas de découvrir, de documenter scrupuleusement la vérité ou de faire progresser les connaissances de l'humanité, mais d'orchestrer un remplacement pur et simple. Il fallait justifier l'éradication de ces systèmes autonomes pour y substituer des structures agricoles modernes qui pouvaient être privatisées, lourdement taxées, surveillées de près, et obligées de générer une dépendance systémique totale plutôt que l'abondance libre et gratuite d'antan. C'est à ce point précis qu'il convient de s'attarder sur la nature vertigineuse du savoir ancestral qui a été ainsi effacé, car la conception d'une forêt nourricière transcende largement les scènes techniques agronomiques. Plus les chercheurs modernes explorent la littérature prémoderne, ces parchemins qui ont miraculeusement survécu à la grande rupture du XIXe siècle, ces textes jalousement préservés dans les cryptes des bibliothèques religieuses, les collections privées, poussiéreuses et les archives oubliées d'institutions dépassées par l'ampleur de leurs propres fonds, plus une réalité intellectuelle éblouissante émerge. Les ancêtres qui entretenaient assidûment ces systèmes forestiers complexes maîtrisaient des concepts écologiques fondamentaux que la science occidentale contemporaine a réussi à formuler mathématiquement et à comprendre formellement qu'au cours des 50 dernières années. Leur sagesse ne reposait pas sur la superstition, mais sur une observation empirique d'une précision redoutable. Ces anciennes civilisations comprenaient parfaitement qu'une forêt n'est pas une simple collection chotique d'arbres isolés luttant pour la lumière solaire. Ils l'appréhendaient comme une cône vivante hautement intégrée, un réseau social végétal, un système complexe de dépendance mutuelle et de soutien synergique. Dans cette vision holistique, chaque composant de l'écosystème, chaque arbre majestueux, chaque buisson épineux, chaque plante couvre-sol rampante et chaque immense réseau fongique dissimulé dans les entrailles de la terre agissait simultanément comme le bénéficiaire et le contributeur de Vittelball de l'ensemble. Il possédait une connaissance empirique intime de ce que les biologistes modernes appellent désormais les réseaux mycorhiziens. Cette fameuse toile de bois mondiale qui permet aux arbres de partager des nutriments et des signaux d'alarme. Ils appliquaient intuitivement les principes complexes de la fixation biologique de l'azote pour enrichir les sols sans avoir recours à la chimie de synthèse destructrice. De plus, ces peuples maîtrisaient l'art délicat du compagnonnage végétal, non pas comme un ensemble de croyances folkloriques pittoresques, mais comme une technologie écologique suprêmement sophistiquée, sans cesse affinée et optimisée par des générations d'observations patientes et d'essais répétés. Plus fondamentalement encore, ils avaient assimilé une vérité conceptuelle révolutionnaire. Ils savaient pertinemment qu'une forêt nourricière, une fois que ses fondations étaient solidement établies par l'homme, possédait la prodigieuse capacité de s'autosoutenir de manière autonome. Ils comprenaient que le véritable effort humain ne résidait pas dans la maintenance éreintante et quotidienne du champ, mais exclusivement dans la phase initiale de conception architecturale écologique. Le processus était d'une élégance absolue, Train en concevait le réseau, on le plantait méticuleusement, on veillait sur lui durant ses premières années de fragilité, puis la nature prenait relais, permettant à de multiples générations de récolter des fruits abondants avec un apport énergétique externe dérisoire. Ce modèle opérationnel est loin d'être un détail anecdotique. Il représente potentiellement la découverte agronomique la plus décisive et subversive de toute l'histoire de l'humanité. Si l'idée révolutionnaire et profondément anti-étatique, selon laquelle la production de nourriture abondante ne nécessite absolument pas le labeur annuel exténuant exigé par l'agriculture traditionnelle en rangée. Elle démontre que la sécurité alimentaire ne requiert l'achat régulier d'aucun intrant artificiel onéreux, et qu'elle peut s'affranchir totalement de ce travail coordonné, hiérarchisé et saisonnièrement intense qui, tout au long de l'histoire documentée, a maintenu les populations agricoles rurales dans un état de vulnérabilité et de soumission.
Si précisément ce besoin constant de travail organisé qui a rendu ces peuples perpétuellement susceptibles de subir ce type de contrôle administratif pesant, générant invariablement la naissance d'empires oppresseurs, de systèmes de taxation étouffants et la levée d'armées permanentes insatiables. À l'inverse, une population rurale capable de s'alimenter grassement, librement et sans effort excessif grâce aux fruits d'une forêt nourricière mature devient, par nature, un cauchemar pour le bureaucrate. Il s'agit d'une communauté qu'il est extrêmement complexe d'enrôler de force dans des conflits militaires lointains. C'est un peuple presque impossible à appauvrir par le biais d'une taxation ruineuse, extraordinairement difficile à déplacer de ses terres ancestrales, et fondément impossible à gérer selon les critères coercitifs que les administrateurs centraux ont toujours associés à ce terme de pouvoir. Face à cette réalité accablante, l'histoire nous oblige à poser une question terrifiante. Est-il concevable que la chose précisément éradiquée de la surface du globe, au XIXe siècle, ne fut pas seulement un ensemble désuet de pratiques agricoles indigènes, mais l'incarnation physique et botanique d'une forme suprême de liberté humaine? Il est impératif de revenir au point de départ de cette réflexion, à la nature persistante de cette forêt paradoxale qui ne devrait pourtant pas exister. Malgré la puissance destructrice aux empires, il demeure des rapports tenaces, et il convient d'employer ce terme avec une extrême précaution. Des témoignages persistants qui ne relèvent aucunement de théories marginales absurdes, mais qui se cachent discrètement dans les modestes notes de bas de page d'études botaniques très sérieuses. Ces traces de vie survivent dans les commentaires annexes de chercheurs écologistes réputés, ou persistent avec une force inouïe au sein des traditions orales de communautés tribales isolées. Ces groupes humains singuliers ont réussi l'exploit de maintenir un contact ininterrompu avec certaines poches de systèmes forestiers hautement restreints, des écosystèmes complexes qui nuent, contre toute logique industrielle, de fonctionner de manière optimale. Il ne s'agit pas de ruines pathétiques, mais de réseaux florissants. Ces vestiges ne se présentent pas sous la forme de fragments dégradés et moribonds d'une gloire passée depuis longtemps, mais bel et bien comme des forêts nourricières pleinement opérationnelles, foisonnantes de vie végétale et produisant des quantités phénoménales de ressources. Par exemple, au cœur de la jungle impénétrable de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la topographie extrêmement accidentée, combinée à la formidable résistance culturelle des populations locales et à une forme de souveraineté foncière tenace, a rendu de vastes territoires virtuellement inaccessibles aux ingéniements modernes. Dans ces sanctuaires géographiques inviolés résident des communautés qui semblent entretenir, aujourd'hui encore, des systèmes de production alimentaire d'une complexité écologique et d'une productivité brute défiant l'entendement. Lorsque de rares équipes de chercheurs étrangers se voient accorder brèves incursions, elles décrivent ces visions botaniques avec un mélange palpable d'excitation scientifique pure et de prudence institutionnelle calculée. La terminologie très prudente employée par ces scientifiques suggère fortement qu'ils comprennent intimement les implications révolutionnaires de ce qu'ils ont le privilège d'observer. Ayant dans le monde, sur les hauts plateaux verdoyants du Vietnam et dans les montagnes reculées du Laos, une tragédie humaine moderne a paradoxalement servi de bouclier environnemental. Ces vastes étendues terrestres demeurent lourdement contaminées par des millions de tonnes de munitions non explosées, reliques meurtrières de la guerre américaine. Ce terrifiant héritage militaire engendre une forme de conservation écologique aussi perverse qu'efficace, rendant le défrichement industriel de ces forêts tout bonnement trop mortel pour être pris. À l'abri de cette menace explosive, des systèmes forestiers dont l'ancienneté défie les datations conventionnelles continuent de prospérer. Les opérations de déminage ne permettront pas de sécuriser ces zones avant de nombreuses décennies, offrant à ces écosystèmes inconnus un répit salvateur contre les chercheurs indiscrets et les immenses bulldozers des sociétés forestières. Mais la révélation la plus monumentale et la plus bouleversante de la dernière décennie provient sans conteste de l'immense bassin amazonien. De toutes nouvelles recherches scientifiques et interdisciplinaires, publiées au cours des 10 dernières années,
n'ont cessé de dévoiler une vérité qui fait voler en éclats nos certitudes géographiques, ce que l'humanité entière appelle avec révérence la faux vierge amazonienne n'a, en réalité, absolument rien de sauvage dans des proportions gigantesques de son territoire. Ce massif végétal titanesque est, pour une part considérable, entièrement géré par la main de l'homme. Il s'agit du produit prodigieux de décisions de plantation délibérées, de manipulations savantes des sols, comme la fameuse Terra Preta, orchestrée par d'anciennes civilisations grandioses dont les noms ont été engloutis par les affres du temps. Nous peinons misérablement à déduire la complexité de leur structure sociale grandiose. Leur effondrement énigmatique, qu'il ait été subit, total, et dont les causes exactes restent passionnément débattues, n'a pas laissé derrière lui de simples ruines de pierre. Ils ont légué au monde une infrastructure vivante, monumentale, qui refuse de mourir, qui continue obstinément de croître et de fonctionner de manière autonome. Ce réseau vert prodigieux continue inlassablement de produire des denrées alimentaires qui sont toujours récoltées par les communautés indigènes contemporaines, bien que ces dernières aient hérité de ce patrimoine végétal sans en saisir complètement les origines architecturales profondes. L'Amazonie elle-même, en d'autres termes vertigineux, pourrait très bien s'avérer être la plus vaste et la plus ancienne forêt nourricière jamais conçue par l'intelligence humaine à l'échelle de notre planète entière. Cette hypothèse stupéfiante ouvre des abîmes de questionnement. Qui, exactement, furent les architectes brillants à l'origine d'un tel chef-d'œuvre de terraformation biologique? Quelle époque lointaine cette entreprise titanesque fut-elle initiée? Sous quelle forme d'organisation sociale, utopie d'un projet d'une telle envergure, put-il être coordonné et avec quel degré de compréhension prophétique de la science écologique globale? Face à ces interrogations abyssales, la réponse la plus honnête de la science contemporaine est un aveu d'ignorance. Nous ne le savons tous simplement pas. Nous sommes plongés dans une méconnaissance profonde. Et la multitude des preuves accumulées indique avec une clarté inquiétante que cette immense faille dans la mémoire collective de l'humanité n'est nullement le résultat d'un processus culturel ou anodin. Tout porte à croire qu'il existe d'innombrables documents historiques précieux, des rapports coloniaux détaillés, des cartes stratégiques minutieuses et de vieilles illustrations enfouies dans les tréfonds d'archives lointaines. Ces pièces manquantes dormant, ignorées, mal classées à dessein, ou laissées dans l'attente éternelle d'une traduction qui ne viendra jamais, bloquées par un manque de financement chronique et suspicieux ciblant précisément leur numérisation. Si seulement des historiens déterminés choisissaient de regarder avec attention, ces documents pourraient combler ce gouffre béant. L'étude approfondie de ce phénomène au cours des dernières décennies dresse un constat saisissant. Aucun chercheur n'a jamais réussi à mettre la main sur le document ultime. Le mémorandum colonial indiscutable qui ordonnerait explicitement et sans ambiguïté détruisez immédiatement toutes les forêts nourricières de la planète, car leur existence engendre l'indépendance de nos sujets. L'institution secrète coordinatrice globale demeure introuvable. On ne décèle pas l'existence d'une charte politique unifiée, ni les traces manifestes d'un réseau occulte d'administrateurs internationaux s'étant réunis en secret pour convenir de l'éradication totale des systèmes alimentaires mondiaux en l'espace de 60 d'années. Cependant, l'absence de ce document décisif ne signifie en aucun cas l'absence de preuves, car ce que les historiens ont révélé est tout aussi probant qu'eux, l'ombre gigantesque projetée par un mouvement d'une nature idéologique profonde et dévastatrice, gravée à même la terre. Ce que les archives exposent de manière terrifiante, c'est la façon implacable dont une multitude de décisions gouvernementales indépendantes, prises dans des langues mutuellement incompréhensibles, formulées par des bureaucraties dont les intérêts paraissaient souvent contradictoires et dictés par des ambitions impériales ardemment concurrentielles, ont toutes convergé vers un objectif unique avec une précision chirurgicale. Ces décisions apparemment déconnectées ont engendré des anéantissements botaniques globaux si étrangement similaires et si parfaitement synchronisés que cette similitude structurelle se transforme, de fait, en une preuve scientifique tangible.
Ce n'est pas la preuve formelle et écrite du déroulement minutieux des opérations tactiques, mais c'est la démonstration mathématique indubitable que de choses de massif, de planétaire et d'intellectuellement partagé s'est effectivement produit à l'insu de l'historiographie officielle. Plus les scientifiques plongent au feur des statistiques écologiques de cette époque décisive, plus l'histoire triomphante du XIXe siècle se désintègre. Le récit radieux évoque un âge d'or du progrès technique et de l'amélioration civilisationnelle s'efface. La légende dorée vantant la victoire immaculée de la science occidentale rationnelle remplaçant la triste superstition et l'inefficacité cruelle des peuples dits sauvages s'avère d'être l'illusion soigneusement entretenue. Ce qui émerge des ténèbres est le récit tragique d'un remplacement systémique et la substitution brutale d'une structure ancienne, organiquement fonctionnelle et profondément harmonieuse, la condition humaine, par un mécanisme de contrôle déshumanisant. Cet échange monumental ne fut pas toujours réalisé par la violence des armes, ni accepté volontairement par les populations, mais il fut imposé avec une efficacité glaçante à travers toute la planète. L'objectif était invariablement le même, instaurer un ordre nouveau exigeant jour plus de labeur, produisant une dépendance toujours plus absolue, et réduisant à néant l'espace vital autrefois, alloué à la liberté silencieuse et enraciné de l'autosuffisance intergénérationnelle qu'incarnaient magnifiquement les forêts nourricières. Aujourd'hui, les ultimes sanctuaires où survit ce monde ancien, ces mystérieux bosquets sacrés de l'Inde, ces territoires intérieurs fermement restreints d'Amérique centrale. Ces zones sanctuarisées par les accidents mortels de la géographie, l'impraticabilité des terrains, l'omniprésence d'engins explosifs ou par la friction d'une bureaucratie absurde, revêtent une signification bouleversante. Pour un œil averti, ces lieux ne s'apparentent plus du tout à de simples zones de conservation écologique passive essayant de préserver quelques espèces menacées. Ces fragments de paradis sont devenus d'inestimables archives tridimensionnelles. Ce sont les ultimes bibliothèques botaniques vivantes gardiennes d'une épistémologie radicalement différente, témoignant d'une manière perdue d'habiter le monde non pas en parasites exploitant la Terre, mais en symbiotes cohabitant avec elle. Ils incarnant une technologie millénaire basée sur l'infini passe, le design écologique parfait et la réflexion sur des milliers d'années, postulant comme principe absolu que la forêt n'est pas une simple ressource morte destinée à l'extraction commerciale, mais une relation vivante et vitale qu'il est de notre devoir de chérir. Les empires occidentaux, dans leur arrogance aveugle, ont méprisé ces chefs-d'œuvre écologiques en les qualifiant de primitifs. Ils ont déclaré leur organisation désordonnée. Puis, avec fraudeur de l'industrie, ils les ont méthodiquement rasés de la surface du monde, croyant effacer ainsi les traces de ce qu'ils jugeaient inférieur. Et voici qu'à l'aube frénétique du XXIe siècle, alors que la civilisation industrielle se précipite avec une panique croissante dans la recherche désespérée de 6 systèmes de production alimentée durable capables de résister à la crise climatique, une ironie tragique se fait jour. Alors que des budgets colossaux sont soudainement débloqués pour subventionner les dernières recherches sur les formidables réseaux mycorhiziens, le compagnonnage végétal, l'agroforesterie moderne et l'écologie complexe des zones boisées gérées, la communauté scientifique fait une découverte qui laisse pantois, semblable à la stupéfaction d'explorateurs trébuchant par hasard sur l'entrée d'une immense bibliothèque universelle dont ils ignoraient jusqu'à l'existence. La douloureuse révélation s'impose d'elle-même, et absolument, tout ce que l'agronomie moderne cherche frénétiquement à inventer pour sauver l'humanité de la famine climatique était déjà parfaitement connu. Ces connaissances étaient intensément pratiquées, florissantes, et prodiguaient leurs bienfaits nourriciers à des civilisations entières bien avant l'aube de l'ère industrielle. L'ultime interrogation intellectuelle pour l'humanité contemporaine ne consiste donc plus à apprendre comment concevoir ex nihilo un modèle d'agriculture pérenne. La véritable et terrifiante question qui demeure est la suivante. Quelles instances invisibles ont consciemment décidé d'anéantir ce miracle écologique dont nous bénéficions autrefois, et l'on se demande si les ultimes vestiges grandioses, dissimulés dans les ténèbres des intérieurs interdits,
protégés de justesse par des tabous religieux millénaires et survivant miraculeusement dans les marges oubliées des anciennes cartes coloniales, recèlent encore aujourd'hui la quintessence du savoir originel. Espérons que ces sanctuaires abritent suffisamment de cette mémoire ancienne pour répondre à cette énigme fondamentale, avant que ce savoir ultime ne soit reconnu qu'au moment précis où la dernière feuille du dernier arbre de ce monde disparu tombera définitivement en poussière. La tragédie des forêts tout réside dans cette loi universelle impitoyable. S'il faut la patience des siècles pour qu'elle déploie leur magie, et il suffit de la stupidité d'une seule saison administrative pour les vier en cendres. Dis mystery comme tout en an. Bueter truts ar stilwetin, illik en subscript de code d'un with the next video.